Bonjour. On va reprendre, s'il vous plaît, la session par la table ronde sur comment communiquer les résultats de ma recherche pour maximiser l'adoption, les freins à levier à la valorisation et la diffusion des résultats. Donc avant de passer la parole aux intervenants, donc moi je suis Marina Vigneault, je suis cadre supérieur de santé et coordinatrice de la recherche sur Créteil, le deuxième plus grand hôpital de Créteil. Coucou voisine. À toi Sébastien. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai le plaisir d'animer également cette table ronde avec Marina, donc du coup qui travaille dans le plus grand, le deuxième plus grand, pardon. Moi, je coordonne la recherche paramédicale sur des hôpitaux beaucoup plus modestes que sont Saint-Louis, Lariboisière et Fernand Vidal, qui appartiennent à un petit groupe hospitalier qui s'appelle l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, dont vous en aurez peut-être parlé pendant les présentations. Et donc, on a le plaisir d'accueillir plusieurs experts, 4 experts sur ce sujet à qui on va passer la parole pour qu'ils puissent dans un premier temps peut-être se présenter. Du coup, à nouveau, Jean Toniolo, infirmier, formateur et doctorant en santé publique, du coup. Et la petite particularité, c'est que j'anime un compte sur Twitter de vulgarisation de la recherche en sciences infirmières et paramédicales plus globalement. Voilà, on y reviendra. Bonjour, Céline Bognaud, kinésithérapeute de formation. J'ai une thèse en sciences en sciences du mouvement, pardon. Et puis, tout récemment, professeur associé à l'université Paris-Saclay. Bon, vous étiez tous là tout à l'heure, donc voilà. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas dit tout à l'heure? Dans artisan-chercheur, dans infirmier anesthésiste, cadre de santé. Alors, c'était marqué retraité sur le truc, ça fait chic, un retraité. Je trouve que ça, c'est la première fois. Là, j'avoue que ça fait les cheveux blancs commencent à pousser encore plus vite. Mais je vous rassure, j'ai quand même une activité. J'ai fait un master, rien à voir avec la recherche, sur le NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Et je travaille avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, sur la problématique NRBC, donc ponctuellement sur différents théâtres d'opération, Ebola, l'Ukraine, etc. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Moi, je suis Aude Buil, je suis psychomotricienne de formation initiale. J'ai une thèse en psychologie du développement sur la question du pot à pot, puisque mon expertise, elle se situe dans le secteur de la néonatologie. J'en profite, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la prématurité, donc voilà, double événement aujourd'hui. Et depuis peu, je suis au CHIC, au deuxième plus grand hôpital de Créteil. Et donc... Voilà, c'est comme vous allez retenir que 7% de tout ce qu'on a dit, comme ça, la redondance est effective. Et donc, en tant que chargée de recherche paramédicale, donc un poste hybride, donc j'ai retenu l'intervention précédente. Donc moi, je suis... Attendez, Zut. Bon, c'est pas grave, je vous dirai plus tard. Et donc, sous la direction du centre de recherche clinique, mais dédié au service de néonatologie. Voilà, donc à l'interface entre le terrain et voilà, un levier facilitateur, peut-être. Nous expliquer un petit peu votre implantation et tout ce que vous avez pu faire comme recherche et comment vous avez pu l'implanter et nous montrer, et discuter autour des obstacles, des leviers, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour pouvoir après passer la parole à la salle sur les questions qui pourraient vous poser à tous les 4. Qui veut commencer? Jean a décidé. Voilà. Peut-être juste une petite transition entre les présentations et l'implantation. Donc, du coup, kiné de formation, j'ai exercé à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, où il y avait du coup une activité recherche assez importante en MPR, en médecine de rééducation. C'est assez logiquement que je me suis engagée dans une thèse et là, du coup, j'ai pu avoir un poste dégagé pas mal à 80% sur une activité de recherche. Donc, on a monté dans ce contexte-là une unité de recherche ERFAN. Du coup, c'est équipe de recherche paramédicale sur le handicap neuromoteur, donc qui correspond plutôt aux thématiques sur lesquelles on est sur l'hôpital LGH. Donc, pour avoir fait... ce parcours qui se solde forcément par des valorisations. Je pense que
la première valorisation des travaux de recherche qu'on met en place, je pense qu'il faut qu'elle soit académique, avec les publications scientifiques dans des revues. Alors, dans un premier temps, on va parler des revues indexées, qui sont les revues qui sont présentes sur les moteurs de recherche. Alors nous, en recherche quantitative, c'est essentiellement PubMed, le moteur de recherche qu'on utilise principalement. Ensuite, il y a la notion d'indexer et d'impacter. Effectivement, on va publier dans une revue qui va avoir une sorte de classement qui se traduit par ce qu'on appelle l'impact factor. Et puis après, il y a d'autres classements comme les rangs SIGAPS. Donc votre revue, elle est aussi classée selon des rangs A, B, C, D. Plus on est vers le A, mieux c'est. Plus on a un chiffre en impact factor élevé, mieux c'est. Et donc effectivement, je pense que la première valorisation des activités de recherche qu'on a, je pense qu'il faut qu'elle soit publiée dans ce genre de revue. Donc on va essayer d'aller chercher des revues qui sont assez haut classées. Alors du coup, ça veut dire quoi assez haut classé? On va essayer d'aller chercher l'impact factor qui est relatif au nombre de citations de la revue par rapport aux articles qui sont compris dedans. Voilà. Après, on a l'autre volet qui va être très en lien avec... Cette publication, elle va permettre de diffuser au niveau de notre communauté internationale. Et donc, effectivement, c'est important, entre guillemets, de poser date parce que y a forcément un petit peu une sorte de compète entre les différents labos qui sont sur les mêmes thématiques. Et donc, ça peut être difficile après si vous avez mis en place votre recherche, que vous ne pouvez pas la valoriser parce que quelques mois avant, vous avez une publication qui a fait exactement la même chose que vous. Et du coup, la publication vous passionne. Donc, il y a aussi ce timing qui est important aussi parce que ça permet aussi d'avoir une reconnaissance. Et puis, on a les retombées de ces publications. On a des enveloppes financières qui s'appellent les enveloppes SIGAPS. Et effectivement, quand vous publiez dans une revue impactée, qui est du coup, il y a une revalorisation à la recherche avec des enveloppes qui sont rétribuées à l'hôpital. Alors c'était historiquement impossible de les retrouver, ces enveloppes, parce que c'était retombé dans le pot commun. Maintenant, à la PHP, il y a le 1% qui revient aux équipes de recherche. Alors, on se dit que c'est très peu, 1%. Bon, ça commence par ça. On espère que ça puisse être plus. Ça peut nous permettre, en tout cas, de payer la prochaine correction d'anglais ou publication, si c'est une revue payante. Donc voilà, donc c'est, je pense, le premier levier de la valorisation, je pense, qui doit forcément être académique sur ce genre de revue. Après, effectivement, on a les congrès, dont on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Alors, c'est peut-être pas forcément toujours la même... en fonction des types de congrès, ça va pas être les mêmes types de discours. On va avoir des congrès plus scientifiques, d'autres qui peuvent être un peu plus vulgarisés. Les congrès, ils vont être essentiellement en lien soit avec le public. Du coup, moi étant sur des recherches plutôt sur la locomotion, on va avoir les deux gros congrès. Ça va être soit la SOFMER, le congrès des médecins de rééducateurs, ou alors les JFK, qui sont du coup les congrès des kinésithérapeutes. Donc ça, c'est plutôt les congrès qui parlent aux professions, qui peuvent avoir des recherches appliquées ou des recherches cliniques en lien avec leur profession. Puis après, ça peut être des congrès totalement en lien avec vos thématiques, des congrès sur la locomotion, des choses comme ça. Et puis le dernier, avant de passer la parole, le dernier volet, donc la publication scientifique, les congrès scientifiques. Et puis le dernier, effectivement, c'est plutôt dans les revues professionnelles. Alors là, il faut être précautionneux parce qu'on ne peut pas plagier nos articles tels quels. On ne va pas faire un copier-coller qu'on a juste traduit en français, parce que du coup, on va avoir des ennuis avec les éditeurs des revues dans lesquelles vous avez publié. Mais c'est important parce que du coup, tout le monde, et notamment quand vous avez des recherches cliniques, nombreux sont ceux qui ne lisent pas les littératures scientifiques. Alors, avec les enseignements maintenant qui ont complètement changé, des enseignements que j'ai eus il y a un peu plus de 20 ans, c'est beaucoup plus effectivement universitarisé. On apprend à faire des équations de recherche, on apprend à aller chercher des articles et on essaye de booster les étudiants pour lire la littérature scientifique. Mais tout le monde ne lit pas. Et donc, c'est important aussi d'essayer justement de présenter autrement. Parfois, ça peut être un point qui n'a pas été totalement développé dans votre article scientifique qui peut être présenté. Et donc là, ça peut être les revues professionnelles qui peuvent correspondre aussi aux champs sur lesquels vous êtes, soit des champs professionnels, soit les champs thématiques. Voilà. Pour une première ébauche de réponse, je vais passer la parole à Aude. Pour rebondir sur ce que vient de dire Céline, dans les revues professionnelles, attention à la cible. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis psychomotricienne de formation initiale. Si
on va se dire, si je publie dans une revue professionnelle, je vais aller vers une revue professionnelle des psychomotriciens. Sauf que mon sujet d'étude, je vous l'ai dit, c'était la question du pot à pot. Concrètement, dans les services, c'est avant tout les infirmières puéricultrices, les auxiliaires qui, au quotidien, installent les enfants et leurs parents en pot à pot. Donc, la cible, pour ma part, a été une revue Soins, pédiatrie et puériculture, qui est la revue professionnelle le plus couramment lue par la cible en question. Donc c'était pour compléter. Et à travers mon parcours, alors moi j'ai fait 15 ans de réa néonate au CHSF, donc 91, et puis également en centre d'action médico-sociale précoce dans le 92. Vous voyez, maintenant j'arrive dans le 94, donc voilà, on circule, hein, c'est grand, l'Île-de-France, on peut faire plein de choses. Mais la question de la recherche, c'était pas ma culture initiale en tant que psychomotricienne. Et donc, j'y suis venue petit à petit parce qu'étant enseignante, on m'a dit, Aude, maintenant, il va falloir que tu aies un niveau supérieur au DE avec la réforme licence, master, doctorat. Donc, j'ai fait un master professionnel. Et puis, voilà, le chemin mené, les rencontres m'ont amené à faire une thèse que j'ai soutenue en 2018 sur une question, une idée, comme ça nous a été présentée. Et il faut oser, en fait. Oser déjà, effectivement, aller au bout de sa question. Une question qui, pour ma part, dérangeait la communauté. C'est-à-dire, est-ce que l'installation est optimale lors de ce soin, alors qu'on était dans... Il faut valoriser ce soin. Il a vraiment montré des bénéfices énormes. Donc, il faut en faire de plus en plus. Et moi, ma question, elle dérangeait. Parce qu'elle disait, c'est peut-être pas optimal la manière de le faire. Et on me disait, oui, mais t'es à contre-courant, là. Peut-être tu délivres un message qui vient laisser à penser que ça poserait des problèmes que de le pratiquer tel qu'il est couramment pratiqué. Et donc, moi aussi, ça m'a intéressé d'aller au bout de ça, alors que c'était peut-être pas d'actualité et qu'il y avait une seule autre équipe au Brésil qui s'intéressait à ça. Et puis, après ce parcours académique qui donne quand même une certaine légitimité, il faut le dire, on a dit qu'il fallait oser. Je pense qu'il faut également, en autre levier, oser intégrer les sociétés savantes parce qu'on a un intérêt et une expertise. Donc, moi, je fais partie de la commission scientifique de la SFN, la Société française de néonates. Et donc, il y a 17 médecins et moi. Et il y a un poste paramédical. Et donc, je prends avec beaucoup d'enthousiasme. Et on me laisse une grande place, la possibilité d'avoir créé une bourse paramédicale, alors qu'il n'y avait que 5 bourses médicales jusqu'à présent. Et puis, on a créé aussi, à travers le nouveau poste, du coup, comme je vous disais, qu'on a créé, vous voyez, l'innovation aussi, c'est possible, même dans des centres hospitaliers. Et donc, cette création, elle amène aussi à l'envie de construire des journées, des nouvelles journées thématiques. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré le groupe d'études en néonatologie en Île-de-France et je leur ai présenté les choses qu'on pouvait faire, nos envies. Et là, ils se sont dit, mais en fait, c'est intéressant. En fait, on va créer une commission paramédicale. Bon, il faut qu'on change les statuts de notre groupe parce que jusqu'à présent, il n'y a que des médecins qui peuvent en faire partie, mais on va le faire. Vous voyez, donc l'innovation, ça passe aussi par là, parce que l'intérêt, ensuite, c'est de faire participer à des reviews d'articles, de recommandations de bonnes pratiques de l'HAS me concernant, mais aussi des PHRIP. Donc ensuite, c'est un cercle vertueux. Plus on participe à ce type d'activité, plus on développe une certaine expertise dans ce domaine-là, plus on apprend aussi à construire les choses, à la méthodologie de ce domaine-là, et plus on améliore aussi la visibilité de ce qu'on peut faire, de ce qu'on sait faire, et l'implantation des changements étudiés à la suite de ça, à travers les recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en l'occurrence, le GREEN, qui... publie des recommandations via la SFN chaque année. Et puis, j'ai été très surprise. Et c'est à partir de, vous savez, ce fonctionnement en bottom-up, c'est-à-dire par le patient lui-même. C'est-à-dire que, fortuitement, ça m'a amené à aller sur Wikipédia sur la question du pot à pot. Et quelle a été ma surprise de voir que l'installation que j'ai développé, qu'on a longuement étudié depuis un certain nombre d'années, était présent comme une installation possible en complément de la pratique courante dans Wikipédia. Et donc je me dis que peut-être de l'usager du patient lui-même qui est par un travail de vulgarisation dans les
congrès, mais aussi dans les webinaires tels qu'on peut faire, ça va remonter directement vis-à-vis des soignants et des instances. Voilà. Peut-être pour rebondir un petit peu sur deux notions différentes. Là, on parle de Wikipédia, mais on va aussi parler pour la valorisation et la diffusion de ces résultats de la recherche de tous les réseaux sociaux au final. LinkedIn, c'est vraiment, et la carte IKERS des chercheurs, ce sont deux biais, enfin deux leviers plutôt, qui vont permettre d'aller vraiment se connecter entre chercheurs, de diffuser entre chercheurs. Donc bon, là, on est encore un petit peu dans l'entre-soi du chercheur, mais ça va toucher LinkedIn des professionnels de terrain aussi, qui vont dire ah tiens, elle travaille sur le pot à pot, moi je suis infirmière puéricultrice, pourquoi je me connecterai pas, et pourquoi elle diffuse un article, ah tiens, et d'ailleurs c'est dans une revue professionnelle, c'est en français, je peux le lire. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, en France, on a quand même encore un vrai problème avec la langue anglaise, en tout cas dans les formations paramédicales, en tout cas je parle pour ma paroisse, pour les sciences infirmières, on a un niveau d'anglais qui est assez faible globalement, qui est très basé sur l'anglais professionnel et sur l'utilité professionnelle, ce qui est louable et normal, j'ai envie de vous dire. Il faut pouvoir prendre en charge des patients qui sont de langue anglaise, mais on a encore du mal à aller vers ces articles scientifiques en anglais. D'autant que jusqu'à il y a peu de temps, on n'était pas universitarisé, et en plus de ne pas avoir la langue, on n'avait pas forcément accès au vocabulaire, aux spécificités de ce que c'est qu'un article scientifique. Donc LinkedIn, c'est un vrai levier à mon sens. Et puis, pour ma part, je pense aussi Twitter est une vraie ressource parce que vous allez avoir des comptes qui vont diffuser justement ces résultats de la recherche. Faire une veille documentaire, ça peut être régulière des publications des revues anglaises, et pour ma part en fait je vais aller traduire les objectifs principaux, traduire les résultats principaux des études et tweeter le lien de l'article, et ça permet d'avoir un contact avec les professionnels de terrain, bien sûr les autres chercheurs, mais aussi des professionnels de terrain. Donc les réseaux sociaux, ça me paraît être essentiel. Et il y avait une deuxième dimension dans les nouveaux utilisateurs, c'est-à-dire les nouveaux professionnels. Donc moi, je suis formateur en IFSI aussi, ou dans cette IFSI qui est intégrée dans une faculté de médecine. C'est le premier en France à être vraiment intégré dans une faculté de médecine. On a repensé l'enseignement. C'est-à-dire, on l'a repensé dans quel sens? On veut que le premier jour, les étudiants soient conscients que la recherche en sciences infirmières, ça existe, que les articles, ça peut donner des bonnes pratiques, que finalement, quand on se pose une question, la manière de trouver la réponse, c'est pas que de demander à la plus ancienne infirmière du service comment est-ce qu'elle le ferait, mais c'est surtout aller taper dans PubMed une équation de recherche pour essayer de trouver une réponse à son questionnement. Donc pourquoi c'est important et pourquoi il y a du lien? Bon, il y a du lien avec la valorisation universitaire, etc. On s'engage de plus en plus vers des masters, des doctorats, etc. Ça contribue à valoriser la profession. Mais les nouveaux diplômés, les nouveaux professionnels sont très amateurs et utilisateurs de ces réseaux sociaux. Et je retrouve dans les abonnés du compte R Paramed, par exemple, beaucoup finalement d'étudiants infirmiers en cursus initial. Et ça, c'est assez intéressant parce que je me dis, ils sont peut-être pas dans un IFSI qui a tout à fait, même si tous les IFSI sont en marche vers cette culture scientifique, ils ont peut-être pas tous les apports, mais quand même, il y en a qui viennent un peu partout dans la France, du coup, et qui vont aller lire ce que je propose, alors humblement, mais qui vont aller aussi cliquer sur les articles. Et ça, c'est chouette, parce que je me dis, du coup, on a un impact, quoi. La voix du non-CHU, le centre hospitalier, le plus grand centre hospitalier de l'Essonne. Voilà. Quand même, on a sa fierté. Ouais, ce que tu viens de dire sur les réseaux sociaux, un exemple pratique, l'étude sur les seringues, sur Twitter. Bon, on va peut-être falloir qu'on change Twitter, parce que c'est en train de se gâter, mais bon, on trouvera autre chose. Mais sur Twitter, il y a un certain dopamine, que je soupçonne d'être infirmier anesthésiste, qui a fait un topo en vulgarisant tous les rappels sur la seringue électrique, un tweet qui était vraiment très très bien fait. Donc c'est des outils qu'il faut utiliser, ça c'est évident. Tu
tu parlais des sociétés savantes. Les sociétés savantes, je crois que c'est, en fonction des secteurs dans lesquels on travaille, c'est essentiel qu'on les investisse. Au sein de la Société française de médecine d'urgence, moi j'ai été président de la commission soins d'urgence pendant 6 ans, il y a toujours eu une ouverture aux paramédicaux à la SFMU, quand c'était la SFUM avant, beaucoup moins côté SAMU de France, et puis après les deux sont mariés pour donner la voie aux paramédicaux. Il faut qu'on investisse ces sociétés savantes, et ça y est, je crois que c'est intégré. La commission recherche, qui était quelque chose de très entre-soi à la SFMU, maintenant elle est ouverte aux paramédicaux. On avait réussi à ouvrir sous mon mandat une bourse de recherche paramédicale qui n'était pas utilisée tous les ans, parce que faute de connaissances, faute d'enseignement, mais c'est quelque chose qui existe. L'intégration dans les CA aussi, dans les conseils d'administration de ces sociétés savantes, parce qu'on avait le droit d'être à la SFMU, mais on ne pouvait pas être au CA. Je crois que c'est toujours le cas à la SFAR. Parce qu'il faut changer les statuts. Et quand on est au CA, c'est autre chose que quand on est juste dans une des commissions. Donc c'est des choses qui sont importantes. Il faut, au niveau recherche, je crois que c'est important. Et puis avec toutes les recherches qu'on a menées, voilà, on a un PHRI, l'équivalent d'un PHRC, quand on en a un, deux, trois, ça donne une légitimité. Bon, je rigolais avec la bise de Bachelot, mais n'empêche que c'est quelque chose qui est resté, parce que c'est, bon, maintenant avec le nouveau ministre de la Santé qui est issu de la médecine d'urgence, tout devrait bien aller, n'est-ce pas, à voir. Mais la légitimité, elle est importante. Et je crois qu'on valorise aussi par ça. Alors, c'est pas pour son ego, hein, ça fait plaisir, mais et puis c'est jamais soi, c'est une équipe. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On ne fait pas de la recherche tout seul. Pour valoriser, je crois qu'il faut qu'on tape à la base. La première fois que j'ai fait un bid relatif, ce que je disais tout à l'heure à une de vos collègues, en présentant ce topo sur la recherche, etc., c'était à l'école des cadres à La Pitié. Il y a un certain nombre d'années où là, clairement, le public n'était absolument pas réceptif. C'était une période c'était une veille d'évaluation, quand voilà, ça vous rappelle des choses. Hein, voilà, on a autre chose à penser. Chacun sur son ordinateur en train de regarder le topo pour le lendemain. Et là, j'ai senti que ça accrochait pas du tout. Et en gros, c'était, bah oui, mais bon, on a d'autres, voilà. Et puis sur le terrain, on n'arrivera jamais à le faire parce qu'on a les plannings, on a les machins, etc. Donc ça, déjà, je me suis dit, là, il y a du boulot. Donc faut taper avant, faut taper à l'entrée en ici. Pour vous donner un exemple, le dernier exemple que je donnais de PHRIP raté, plus de micro. Sur je vais peut-être appuyer dessus, sur la prise de pression, artérielle au membre inférieur. Donc cette étude, c'était, voilà, on dit qu'il y a certains cas où on doit prendre la pression artérielle au membre inférieur, mais il n'y a aucune étude qui dit si c'est à la cuisse, au mollet ou à la cheville. Donc on se dit, bah, tiens, il y a peut-être un truc à chercher, on va prendre des mesures à la cheville, au mollet, voilà, et puis on va sur des volontaires sains, et puis on va regarder s'il y a une différence, et voilà. Donc le projet est refusé au PHRI. Et puis objectif secondaire, c'était aussi que on puisse utiliser. C'est une idée qu'on a eue parce que c'était difficile de trouver des volontaires sains. Et puis au niveau recherche, c'était compliqué méthodologiquement. On s'est dit on va faire ça comme ça a été refusé notre projet. On va le refaire quand même, et pour le financer, pour pouvoir trouver un moyen, on va travailler avec les IFSI et ce module qui est lié à la pression artérielle, eh bien, ça va être dans le module, j'apprends aux étudiants infirmiers à prendre la pression artérielle. Et quand on dit aux formateurs, et puis en plus, on va faire de la recherche là-dessus, et puis vos étudiants vont être les propres acteurs de cette recherche, là, il y a des yeux qui brillent, parce que c'est le module recherche qui est pas forcément bien accepté par tout le monde. Les formateurs sont mal à l'aise avec parce qu'ils n'ont pas la formation initiale. Et donc, du coup, on leur apprend à prendre la pression artérielle et on leur apprend à faire de la recherche, où là, ils vont être les propres acteurs de leur recherche. C'est eux qui vont remplir les comptes rendus, c'est eux qui vont prendre les données, c'est eux qui vont expliquer, etc. Et puis, on va leur faire un retour, etc. Et c'est un truc qui a vraiment bien marché sur les instituts de formation on l'a fait un petit peu partout dans la région Essonne. Et donc, c'est un des moyens aussi pour montrer aux gens des trucs pratiques. Voilà, comment est-ce que sur un truc qu'on voit tous les jours, on peut faire de la recherche scientifique avec des données. L'analyse statistique, ça nous a permis d'introduire avec eux les notions de statistique. Et voilà, ça fait boule de neige. Et voilà. Dans notre projet, on voulait suivre ces étudiants pour savoir si par hasard on retrouverait leur nom dans des publications. Voilà, donc ça c'est pour la suite. Mais bon, c'est sur un effectif modeste, mais c'était un moyen aussi d'adapter la recherche et de l'appliquer au terrain de tous les jours. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, et
Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et puis c'est un petit peu le message. Donc c'est un des outils aussi. Je crois qu'il faut vraiment, pour que la recherche ce soit parlant, il faut taper vraiment à la base. Et je pense que on est en train de vivre. Moi, les 10 dernières années, il y a eu un changement complet de paradigme concernant la recherche. Les points SIGAPS aussi, ça j'abonde. Alors sur l'assistance publique, c'est important parce que c'est un gros volume, 1% pour vous. Sur le CHSF, la première année où j'ai osé intégrer en disant à la direction des soins, il faut qu'il y ait un paramédical à la commission, enfin l'unité de recherche clinique qui était balbutiante. Eh bien, bon déjà c'était bon. Comme j'avais un projet, bon, et puis j'ai dit mais attention, ça va rapporter de l'argent. Ah, ça va rapporter de l'argent. Et ça c'est un levier aussi. Et avec les gens de l'unité, on a dit il y a sûrement plein de gens qui ont publié sur le CHSF et des publications qui ne sont pas exploitées. La première année, en faisant une recherche 2 ans en antériorité, on a récupéré 25 000 euros. C'est pas beaucoup, mais n'empêche que 25 000 euros qui passent à côté. Donc du coup, ça a permis de lancer un engrenage, et maintenant l'unité de recherche clinique est avec des paramédicaux bien sûr qui sont intégrés à l'intérieur. Donc voilà, je crois que c'est des petits outils, mais bon, je crois qu'il faut grignoter les choses. Bon, ça y est, ce ne sera pas du on-off. Il faut faire avancer les choses petit à petit. Et puis je pense qu'ici, vous êtes tous convaincus, parce que vous êtes là déjà. Voilà un petit peu sur ces points-là. Je peux juste me permettre de rebondir un petit peu. Il y a cette notion des URC, donc des unités de recherche clinique. Il est tout à fait possible et envisageable de faire des recherches sans être membre de l'unité de recherche clinique dans les services. Après, c'est une organisation de service. Effectivement, en discussion avec les encadrements pour avoir un temps dégagé, en discussion avec les chefs de service, et la chance qu'on a eue sur l'hôpital à Garches. Donc, on n'a pas besoin... En fait, dans les URC, dans les unités de recherche clinique, vous avez les méthodologistes, les statisticiens, les coordonnateurs. Et effectivement, les coordonnateurs, le rôle souvent, c'est de coordonner les recherches des autres. C'est pas forcément de faire sa recherche. Vous pouvez avoir un temps dégagé en étant dans l'URC pour avoir un petit temps pour faire votre recherche, mais de la même manière, on peut avoir un temps dégagé sur votre activité clinique aussi pour faire de la recherche. Et donc, tout ça, c'est pas des choses, surtout dans le contexte où il y a un manque de personnel, où c'est compliqué, c'est des choses souvent qui... Mais en même temps, ça peut faire partie de la fidélisation aussi que l'hôpital peut avoir et de dire, ok, parfois il y a une grosse charge clinique, mais si vous voulez vous faire plaisir sur des à côté, ça peut être de la recherche. Et en même temps, effectivement, pour rebondir, du coup, cette diffusion, elle peut aussi se faire tout simplement au collège. Quand vous avez des recherches cliniques applicables, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est un peu sur la caractérisation pour voir comment le patient s'organise, quelle est sa stratégie. Moi, c'est plutôt quelle est sa stratégie dans le mouvement en lien avec ses déficiences, des choses comme ça. Mais là, on questionne plutôt les évaluations. Mais parfois, on a des recherches qui sont interventionnelles, thérapeutiques, et qu'on peut tout à fait implémenter dans les prises en charge conventionnelles, qui peuvent devenir conventionnelles. Donc voilà, donc ça peut aussi être le levier, ça peut être des staffs que vous faites dans le service avec d'autres services, etc., pour essayer de diffuser et que ça puisse être appliqué. Donc voilà, c'est aussi des choses qui peuvent se mettre en place. Après, souvent, effectivement, quand on est un peu seul, on s'essouffle un petit peu et puis on a l'impression que c'est compliqué à mettre en place. Quand on arrive à emmener un petit peu tout le monde dans l'aventure, et je pense que c'est quelque chose vraiment organisé avec les encadrements, avec le service dans son ensemble, de voir comment on a envie de mettre en place un questionnement de nos pratiques. Parce qu'en fait, on ne parle pas seulement de la recherche, du coup aussi, on peut être lecteur de recherche sans forcément en faire. Et la question, c'est juste se questionner sur quelles sont mes pratiques. Est-ce que mes pratiques correspondent aux recommandations ou est-ce que mes pratiques correspondent à ce qu'on faisait dans le service il y a 20 ans on peut être appliquant des recherches sans faire de la recherche soi-même. Et rien qu'avoir des dynamiques de service, se poser des questions pour justement implémenter les recherches que d'autres font ou que moi je fais ou que mon collègue fait, je pense que c'est aussi des questions importantes à soulever dans les services. Voilà. Ouais, une dernière intervention, après on passe au public. Super. Pour rebondir là-dessus, donc clairement, en pratique de ce que tu décris, aujourd'hui, ça fait partie de mes nouvelles fonctions. Et on a la chance, dans le service de néonat que j'ai intégré, que les cadres octroient des jours dédiés elles sont off. Et donc, alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Et
il faut que ça soit productif ces jours-là, parce que sinon, vous voyez bien que l'équipe encadrante, elle ne souhaite pas forcément les renouveler. Et donc, en fait, j'ai retrouvé offrir une assistance interactive. C'était ce qui nous avait été dit tout à l'heure. Et donc, moi, je le vois vraiment comme un processus de compagnonnage sur ces questionnements-là. C'est-à-dire, je les vois souvent, elles ont plein de questions. Tout le monde fourmille de plein de questions. Elles sont motivées par leur expertise et leur travail clinique au quotidien. Et parfois, elles disent « Ah ben Aude, on pourrait faire une recherche là-dessus. » Alors attends, on va peut-être déjà regarder. Il y en a peut-être d'autres déjà ailleurs dans le monde qui se sont posés les mêmes questions. Et dans la majorité des cas, on trouve effectivement de la littérature, voire même des recommandations de bonnes pratiques qui existent déjà. Vous imaginez le temps gagné quand on trouve ça? Alors après, il y a la question de l'implémentation. Et donc, être au plus près du terrain, dans un service, c'est une chose, mais c'est vrai que quand il s'agit d'aller implémenter quelque chose qu'on a compris dans un autre service, je le vois ne serait-ce que sur mon sujet de thèse, je fais des formations où je me déplace un peu partout. Dans chaque service, les problématiques sont différentes et je pense que c'est vraiment important de pouvoir intégrer en fonction des contextes, comme ça nous a été dit, de questionner cette implémentation, mais aussi de l'expérimenter, non seulement de la mettre à l'épreuve scientifiquement. Par exemple, j'ai été ravie de voir que dans un récent PHRIP, il y avait le même changement que j'avais proposé dans la question du pot à pot, mais dans un autre contexte, celui du transfert. Et donc, ça va encore mieux répondre aux différents questionnements et encore mieux répondre à l'implémentation aussi. Voilà. Merci beaucoup. Très, très riche. On voit bien la dynamique et puis cette drogue quand on arrive dans la recherche. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup à tous les quatre. Donc on a bien compris tout l'intérêt de l'article scientifique, etc. Je voudrais un peu avoir votre avis, peut-être en particulier l'avis de Jean, par rapport à l'utilisation de la vidéo. Je sais que nos collègues canadiens utilisent des teasings, hein, que j'en ai vu plusieurs, notamment sur la recherche qualitative. J'adore. Et je pense que c'est un mode d'accès en fait à nos publications qui est quand même extrêmement efficace. Et on commence à y venir. Et j'ai vu que vous aviez fait une vidéo. Et évidemment, ma question, c'est est-ce qu'elle est publique? En fait, c'est pas une question, c'est j'espère qu'elle est publique. Alors, non, merci pour cette question. En effet, c'est essentiel, je pense. Alors, pour l'instant, c'est pas encore public. Ça le sera parce que il faut non, il faut pas payer non plus, mais il y a des publications, des travaux de recherche qui sont encore en cours sur le sujet, donc on peut pas tout mettre en place tout de suite comme ça, mais ça le sera. Et puis je pense en effet que le format vidéo est essentiel au sein de l'unité du laboratoire de recherche dans lequel je fais ma thèse, EpiMACT, épidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale. On a là une réunion au mois de décembre, justement parce qu'on met en place des ateliers, un groupe de travail sur chaque chercheur, chaque enseignant-chercheur, quel que soit ça, va faire une petite vidéo explicative de son projet de recherche. Qu'est-ce que c'est, quelles en sont les applications, comment on peut l'intégrer en pratique, etc. Et ça va être mis sur YouTube, sur ce type de réseau, pour participer aussi de la diffusion et de cette vulgarisation-là. Et en effet, je suis d'accord avec vous, les formats vidéo pour présenter des résultats d'analyse qualitative, c'est excellent. Les espèces de micro-trottoirs au milieu d'une présentation, ça apporte vraiment beaucoup. Oui. Bonjour, alors je vous remercie tous les quatre pour vos présentations. Ma question ou mes questions s'adresseront forcément à tous, mais surtout à Jean Tonio qui est doctorant actuellement. Alors, je voulais savoir si, alors pour vous qui avez déjà votre thèse, en travaillant dans les organisations hospitalières, est-ce que vous aviez un temps qui était dédié à la recherche? Je parle bien de recherche en tant que doctorant. Est-ce que vous aviez, quel était ce temps? Quel était votre financement? Et comment est-ce que, notamment pour Monsieur Jean Toniolo, alors vous faites de la recherche, vous êtes doctorant, comment est-ce que vous articulez toutes ces temporalités? Est-ce que vous avez un temps dédié
pour la recherche ou à la recherche? Est-ce que vous avez un temps dédié pour votre thèse? Qui est votre financeur et comment est-ce que ces différents temps se repartissent, hein, voilà. Non mais parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de coordonnateurs de recherche aujourd'hui dans les établissements et dans un établissement dans lequel je viens, je ne citerai pas, parfois quand on dit qu'on fait une thèse, on nous demande à quoi ça sert en fait. Et du coup, je veux quand même, je sais qu'elle ne sera pas contente que je le fasse, mais je vais le faire. Moi, je remercie quand même Palmyre qui m'a vraiment accompagnée dans les voies de la recherche, même si je ne savais pas où elle m'amenait, et qui m'a fait découvrir cette journée, et je pense que je reviendrai les autres années. Donc, merci aux organisateurs. Je vais juste prendre la parole en tant que modérateur avant de passer le micro à Jean, juste pour rappeler hein, la thématique. Bien évidemment, je vais laisser Jean répondre sur cette question qui est pertinente, mais de manière assez courte, parce que c'est d'autres questions sur vraiment la communication des résultats. Mais par contre, je vous encourage vraiment à échanger ensuite en dehors de la conférence sur ces différents modes de fonctionnement. Alors, très court, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, qui finance ma thèse? Mon établissement. Le CHU finance les frais de scolarité de ma thèse. Il finance les temps de formation qui sont afférents à l'obtention du doctorat. Il finance le fait d'aller en conférence pour communiquer les résultats de la recherche de ma thèse. Il ne finance pas de temps dédié au travail de ma thèse. Mon travail pur et dur de recherche, sinon d'analyse, etc., c'est sur mon temps personnel. Mais j'ai une bonne partie du temps de financer. Du reste, il y avait sur les études, donc comment on fait de la recherche dans les études? Est-ce que j'ai du temps dédié? Oui, si j'ai un financement dans l'étude que je mène pour avoir du temps dédié et pour coordonner cette activité-là. Sinon, non, en effet. Très court. Il y a plusieurs effectivement sources de financement pour les thèses, les doctorats. Ça peut être institutionnel, ça peut être universitaire. En fait, on peut. Moi, j'ai été financée sur une bourse doctorale, donc en fait, il y a des auditions. Vous présentez vous et votre projet à l'université. Du coup, vous pouvez avoir une bourse doctorale. Du coup, vous pouvez prendre une dispo pour faire votre thèse à temps plein. Ce qui est compliqué sur les thèses à temps partiel pour être du coup co-directrice d'unité de recherche, c'est que ça dure 6 ans, 7 ans. C'est que les gens s'épuisent. C'est compliqué de garder les facteurs motivationnels sur des thèses. Alors, c'est riche, mais on peut être clinicien, avoir un bagage clinique, des questionnements cliniques et être amené à faire de la recherche. Mais voilà, plus c'est sur du temps personnel, plus c'est sur du temps partiel, plus c'est long et moins on est motivé à rester sur sa thématique. Et juste pour compléter, sur la PHP, maintenant, ils proposent des financements de thèse. Alors avant, c'était dédié alors c'était un financement paramédical, mais que dédié, c'est le petit clin d'œil aux infirmiers. Maintenant, c'est ouvert aux autres professions paramédicales, un petit peu plus juste. Dont les sages-femmes. Dont les sages-femmes. Plus sages-femmes. Voilà. Donc, alors pareil, il y a des auditions avec un concours parce qu'il y a un nombre de financements particuliers, mais voilà, c'est possible. Et du coup, vous êtes dégagé complètement de votre temps clinique. C'est compliqué de faire une thèse sur un coin de table, en fait. Sinon, après, ça questionne beaucoup la qualité de votre thèse, clairement. Et alors, mon expérience, pour ma part, donc 2011, le master, j'ai eu l'autorisation d'être en congé de formation sur les temps où j'étais présent en cours. Sinon, rien. Et pour la thèse, rien du tout. De 2013 à 2018, pour ma part, avec 1 an de césure pour maternité, donc 4 ans effectifs. Et donc j'ai eu pas de côté universitaire, pas de contrat doctoral. J'ai été chercher des bourses privées qui m'ont permis de faire du mi-temps. Et de consacrer un mi-temps à la thèse et un mi-temps toujours en exercice clinique, même si ça n'a pas compensé complètement la dispo du mi-temps que j'avais pris. Donc voilà. Et pour en revenir sur la question de l'université par rapport à ce qui a été posé, je trouve que la bi-appartenance, elle est vraiment fondamentale. Elle a été compliquée pour moi à créer quand j'ai demandé des financements côté hôpital, mais à nouveau, on était plus précoce pour aller à l'université. Mais aujourd'hui, elle est valorisée. C'est-à-dire le fait que je sois membre associé du laboratoire à l'Université de Paris, c'est valorisé en complément de mon activité. J'ai eu aucun temps dédié. C'est pour ça qu'on a créé ce poste-là, pour pouvoir avoir du temps pour faire ce qui me motivait aujourd'hui.
On m'a demandé de faire très très court. Alors je vais poser une question sur justement la mise à disposition de ces connaissances de la recherche sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des influenceurs, des vulgarisateurs, des scientifiques qui postaient régulièrement sur les réseaux sociaux. Dans notre discipline, je pense à Major Mouvement qui pose des trucs de qualité très très discutable sur la kinésithérapie. Je voulais savoir si vous aviez la kinésithérapie, je m'en rends compte parce que c'est ma formation initiale. Et je vous invite à vous désabonner de ces comptes. Mais en même temps, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut avoir des tips pour des astuces sur d'autres disciplines qui ne sont pas la mienne, savoir quelle est la qualité de la diffusion proposée. Merci. Je vais laisser la parole ensuite aux intervenants, mais effectivement, il y a beaucoup de comptes d'ailleurs qui portent des noms de molécules de type curare sur Twitter, tels que pavulonium, etc., où effectivement il y a beaucoup d'informations qui est diffusée. Alors, c'est toujours le problème de cette information qui est diffusée largement sur les réseaux sociaux. Et je vous encourage à assister à l'atelier 2 de cet après-midi, qui est une fois que j'ai trouvé les articles, qu'est-ce que j'en fais? Et une fois que j'ai trouvé cette information sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'en fais? Et il y a votre lecture critique des articles qui doit être justement plus affûtée que jamais. Lorsque vous allez chercher de l'information comme ça sur les réseaux sociaux, il est effectivement de votre bon sens, j'ai presque envie de dire, d'aller lire cette information, de ne pas la prendre pour argent comptant, de ne pas en prendre juste la première punchline et de l'extrapoler. C'est de votre responsabilité d'aller lire cet article, d'en vérifier les sources, d'en vérifier la véracité et d'aller apporter une lecture critique et constructive de ce qui va être diffusé. Je pense que c'est vraiment important. Il ne faut pas prendre ces trash news comme ça à brûle-pourpoint avec juste une punchline et dire « j'ai trouvé la solution, effectivement, il y a un influenceur qui a balancé cette info sur une étude ». Allez la prendre, l'étude, allez la lire, allez la décortiquer, peut-être échanger avec les collègues, aller échanger avec l'équipe autour de cette information et savoir si effectivement il y a une validité interne, externe, est-ce qu'elle est transposable, est-ce qu'elle est d'un niveau de preuve suffisant. Voilà, c'est vraiment de notre responsabilité d'aller lire ces études, effectivement, qu'on nous propose un peu très facilement comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu... Concrètement, c'est vraiment ça la clé, c'est d'avoir un regard critique sur ce qui est proposé. Il faut faire attention aux comptes... en plus de tout ce qui vient d'être dit, qui est la solution principale au final, il faut faire attention aux comptes qui diffusent ce genre de contenu, aller voir si les gens qui diffusent sont identifiables, s'ils ont une formation, bien qu'on a vu que des grands professeurs de médecine pouvaient diffuser certaines fake news aussi et certains résultats discutables. Mais là, la réponse complète, ce serait qu'il faudrait que la formation à la recherche et la formation à l'utilisation des résultats de la recherche, elle soit vraiment dès le diplôme d'État obtenu, acquise pour pouvoir justement avoir ce regard critique qui est essentiel en fait. Alors, petite minute, Aude, et puis après on va être obligé de tout arrêter du coup. Juste, du coup, moi je ne sais pas du tout faire ça, mais je pense que peut-être un autre levier, et certains sont vraiment bien équipés pour le faire, c'est que peut-être les acteurs de la recherche se saisissent de ce canal de communication, mais encore faut-il apprendre à le faire pour qu'on puisse délivrer des punchlines de qualité. Ce qu'on est en train de dire, ce que je disais, est déjà retweeté. Pas par Girsi, mais par d'autres effectivement influenceurs qui disent effectivement ce qu'on est en train de dire là. Je vous propose peut-être de terminer cette table ronde extrêmement riche. Je vous encourage vraiment à discuter après entre vous, parce qu'on n'a pas le temps pour toutes les questions, mais vraiment à échanger. Merci à tous les quatre, en tout cas, de nous avoir apporté votre point de vue, et merci à Marina d'avoir présenté cette session.